Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi. Aujourd'hui, on va traiter d'une thématique très générale mais super intéressante avec plein de gros mots dedans. La thématique, c'est tester correctement dans un monde agile transverse. Ça se fait à l'arrache ou quoi. Donc, ça promet d'être surprenant et large. Et pour traiter de ce thème, j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-François. Salut Jean-François, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Salut Johan et merci pour l'invitation. Eh ben, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux parler de toi en 2 minutes ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Tous tes sujets. Bien sûr. Alors moi, je suis Jean-François Frézy. Je suis un expert de la qualité logicielle et du quality engineering. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Donc j'ai pu voir l'arrivée de l'agilité à l'échelle, du DevOps, tous ces changements d'organisation et de technologie. Et j'ai toujours eu cette conviction qu'il fallait être passionné, regarder ce qu'il en était et apprendre des autres activités et que transmettre était quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que depuis peu, j'ai monté ma structure où je fournis des conseils pour accompagner les gens sur le chemin de la qualité logicielle, d'avoir les meilleures pratiques et de pouvoir être le plus compétent. Et ça passe par différentes activités, de l'audit au coaching, au mentorat ou la formation. Oui, et tu fais aussi des podcasts, il paraît, hein ? Oui, je fais aussi un podcast. J'ai créé un podcast et une newsletter que j'ai nommé La Guilde, parce que j'ai ce côté communautaire dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui je trouvais intéressant de me dire comment on peut partager ses connaissances, par quel biais. Donc j'avais déjà fait des blogs et je me suis dit, tiens, le podcast, il y en a pas beaucoup, que ça soit en anglophone et alors en francophone encore moins. Il y en a un super qui est Calisti de Nankeda que j'ai invité et qui m'a invité sur son podcast et je vous encourage à le découvrir. Je pense que plus on sera nombreux à prendre la parole dans nos sujets de la tech, comme tu le fais toi sur l'agilité, il y en a d'autres qui sont très très intéressants sur l'agilité, mais aussi sur le DevOps, sur la tech. Et dans la QA, on n'est pas beaucoup. Donc, d'ailleurs, dans le dernier sujet de podcast que j'avais proposé, alors peut-être que quand ça va sortir, ce sera plus le dernier, j'avais invité Nankeda et on encourageait justement le maximum de personnes à prendre la parole, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, et de pas hésiter à le faire. Et que même si c'est des sujets qui ont déjà été dits, ça va être donné avec son prisme, sa vision, et ça permet aussi de monter en compétence sur la façon de traiter un sujet en profondeur, mais aussi sur le fond. Comment je vais le dire, comment je vais raconter une histoire. Toi, tu le sais, tu as créé ton podcast. C'est quand même des choses où on n'est pas parfait du premier coup et on itère. Finalement, c'est très lean, c'est très agile, la démarche. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir cette technique des petits pas et en fait essayer de briser ce syndrome de l'imposteur et d'essayer de le faire, même si c'est pas parfait. Et globalement, les gens, ils sont bienveillants, ils ont des retours, ils sont positifs, ils font des retours pour que ça soit mieux. Et ils sont contents d'avoir du contenu et des gens qui proposent du contenu. On est loin de la saturation dans nos métiers. Donc, j'encourage encore tout le monde à essayer de le faire, que ce soit par l'écrit ou par l'oral, ou tout simplement en proposant une conférence dans un meet-up près de chez soi. Oui, et ben c'est un bon conseil pour les experts, mais pas que. Hein, ça, c'est ultra important. Pour repasser même pour les juniors, oui, il faut pas hésiter. Carrément. Pour repasser sur notre thématique, c'est tester correctement dans un monde agile transverse. Ça se fait à l'arrache ou quoi ? Déjà, la première question, c'est pour toi, c'est quoi un monde agile transverse ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors déjà, si on revient à la définition de qu'est-ce que c'est l'agile, on n'est pas tous d'accord dessus. Bon moi, j'ai ma définition. Est-ce qu'elle m'est propre ? Est-ce qu'elle est partagée ? On va pouvoir en discuter. Au-delà du manifeste, au-delà des cérémonies, pour moi, il y a 2 piliers essentiels pour être dans l'agilité, qui sont l'excellence technique et la collaboration. Si on n'a pas ces 2 piliers-là, ça va être compliqué de pouvoir le faire.
souvent quand j'accompagne des gens sur du test, de la qualité en agilité, quand on va parler de BDD, d'example mapping, je rappelle quand même que c'est des développeurs qui ont inventé ce concept-là et que l'excellence technique en faisait partie, l'extreme programming en a découlé, des choses comme ça. Et donc, si on ne sait pas avoir ces compétences-là, on peut faire toutes les réunions qu'on veut, ça va être compliqué de pouvoir aller plus vite. Donc, ce côté collaboration aussi est très important pour que tout le monde soit aligné, pour pouvoir le gérer. Et ça passe vraiment je reviens sur le lean, sur le fait d'avancer et de progresser. Et pas de se dire, maintenant, je vais tout changer du jour au lendemain, on va délivrer plus vite, plus efficacement, nos clients vont être plus contents. Non, il y a des étapes à passer, il y a des petites victoires à avoir. Donc, c'est déjà compliqué à le faire sur un groupe de 8-9 personnes en agile. Oui. Quand on arrive sur une agilité transverse, sur des modèles Spotify ou Safe, qui est peut-être le plus pratiqué, du moins en France, le plus voir. Le plus connu, on va dire, aussi. Oui, le plus connu qui a eu un gros moment de hype entre 2018 et 2021, on va dire. C'est ça. Après, voilà, il y en a qui sont un peu revenus, et on pourra en discuter par la suite. Mais le faire à 100 ou 150 personnes, donc on va dire une dizaine d'équipes intégrées, avec des gens, des fois, qui passent directement du cycle en V et qui vont se prendre en plein visage l'agilité, le DevOps. Au-delà des outils, culturellement, c'est un choc. Et comment on fait pour accompagner globalement toute une équipe sur ce changement sur ce paradigme de dire, avant j'avais 3 mois pour faire les choses et aujourd'hui j'ai 10 semaines, mais découpées en slots de 2 semaines où je dois délivrer le plus rapidement possible et créer de la valeur avec un niveau de qualité satisfaisant. Je dis bien satisfaisant, pas parfait. Ouais, c'est pour ça que dans le titre, j'ai mis correct. C'est important comme notion, c'est niveau de qualité correct. Pas l'excellence, mais alors voilà, on est OK en tout cas. Tout à fait. Et si on en revient, moi, par exemple, ma définition de l'excellence, c'est pas être parfait. C'est faire de son mieux possible chaque jour et se retourner, se dire, il y a 3 mois, j'ai fait ça, j'ai fait vachement mieux avec mon équipe et on s'est amélioré. 3 mois, ça paraît court, mais ça peut être aussi long pour mettre des choses en place et ça peut être assez efficace. J'aime bien cette notion de 3 mois, c'est assez efficace, je pense, pour mesurer quelques changements de pratique au niveau moléculaire d'une équipe. Donc, là, 3 mois, je vais revenir là-dessus. Moi, je suis sur exactement la même échelle de temps. Quand on va se dire, on va tester un ensemble de pratiques agiles sur une équipe alors c'est là où le côté transverse, c'est un peu plus compliqué parce que t'as raison, t'as le côté culturel qui est extrêmement important. En tout cas, sur une équipe, 3 mois, c'est la bonne échelle parce qu'on est capable de dire, on fait des choses, on teste, on va aller regarder un petit peu quel est l'impact, quel est le résultat qu'on a obtenu, est-ce que ça nous va pas. Mais ça, ce 3 mois, c'est presque un nombre magique parce que ça marche aussi pour une roadmap, tu sais, où tu vas dire, dans 3 mois, on est quasiment sûr de faire ce truc-là, puis après, un peu plus loin, on imagine que ça pourrait être ça, mais si on découvre d'autres choses pendant les 3 mois, on va peut-être pivoter, on va peut-être faire autre chose, on va peut-être arrêter, on va peut-être complètement changer. Enfin, voilà. Mais le 3 mois, c'est une belle échelle, moi, je trouve ça intéressant. Il faut pas être dogmatique en disant, faut y arriver coûte que coûte, et 3 mois, c'est le test and learn. Voilà. Exact. C'est à la fois, si on s'est un peu trompé et qu'on n'a pas réussi à 100%, c'est pas grave. On aura eu des succès. On sera peut-être rendu compte que cette démarche, cette technique, cette approche, c'était pas adapté à notre culture, à nos compétences, à notre gestion, et que finalement, oui, il faut tendre vers ce chemin-là, mais c'est pas cette route-là qu'on va prendre. C'est pas toujours la ligne droite, le chemin le plus rapide pour arriver à transformer des façons de travailler. Notamment de façon collaborative lorsqu'il y a des cultures, des techniques différentes à faire collaborer dessus. Et je suis d'accord avec toi pour toi que sur quelque chose de transverse, d'agilité à l'échelle, c'est un vrai challenge. Et je pense que pour pouvoir y arriver, déjà, il faut avoir les moyens de ses ambitions et de se dire, voilà, je vous ai fait une intro à ce que c'est Safe. Vous voyez, voilà, tiens, product manager, tu t'appelles RTE maintenant, on fait ça. Et on dit, il y a qu'à Faucon, il y a des chances qu'au bout d'un an, on dit ça marche pas. Parce que on a fait du marketing, on n'a pas fait de l'opérationnel dessus. Et donc, c'est vrai que moi, les équipes que j'ai vues qui ont fonctionné, qui ont réussi à délivrer de la valeur en mettant de la qualité, c'est des gens qui ont bien formé leurs équipes et qui les ont accompagnés. Et après, le dispositif d'accompagnement, il a pu être réduit parce que des gens ont pu passer d'une équipe à une autre, la culture s'est diffusée.
et ça peut être un peu plus efficace pour pouvoir le mettre en place. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu des projets où il y a des gens, ils découvraient l'agilité, le DevOps et l'agilité à l'échelle. Ils faisaient du cycle en V, ils faisaient quasiment que du test manuel. Ouais. Et on leur disait, mais aujourd'hui, sur une itération de 2 semaines, vous pouvez pas faire ce que vous faisiez en 3 mois. C'est pas possible. Ouais, t'as plein de c'est notions. trop compliqué. Et j'ai eu des vrais freins au changement qui disaient, ouais, mais il faut tout qu'on teste, même si on a que 2 semaines et qu'il faut le faire. Et des fois, voilà, j'ai cette technique de dire, bon, écoute, il y a 2 semaines, ils vont se planter, on va les laisser faire. Je leur dis, écoutez, faites-le. Dans 2 semaines, on en parle, en espérant qu'il n'y ait pas de burn-out d'ici là. Essayez, mais je pense que vous avez beaucoup trop d'ambition pour pouvoir le faire. Parce que, voilà, je leur disais, voilà, stratégie des risques, comment on va le faire. Vous êtes OK, l'équipe front, mais au niveau de votre équipe, qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce qu'on va faire en transverse? Ils essaient de tout faire en transverse automatiquement. Donc, je les ai laissés faire. Au bout de 2 semaines, on se revoit. Ils disent, bon, on n'a pas réussi, ça marche pas. Qu'est-ce que tu nous proposes? Des fois, faut accepter que les gens, ils aillent dans l'échec, mais contrôler. Tu vois, dans un cadre et dire, bah, c'est fait 2 semaines, ils vont pas y arriver. Ils auront fait le maximum et ils vont voir que, en fait, c'est un marathon et qu'ils peuvent pas tenir ce rythme-là, quelque part. Voilà. Je dis souvent, trompez-vous, mais trompez-vous vite. Comme ça, au moins, on peut voir. Fail fast, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Ça. Tu te plantes, mais tu te plantes rapidement et tu observes, tu regardes, tu analyses, tu prends du recul et tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Qu'est-ce qu'on garde aussi? Ça, c'est important. Tout à fait. Et c'est là qu'après, on peut travailler sur, alors, qu'est-ce que vous faites qui est propre à votre équipe? Qu'est-ce qu'on doit faire à transverse? Quelle organisation on doit mettre en place? Qui va être dans la system team, globalement, pour tester? Qui va être dans la team pour tester vraiment juste l'application et éventuellement le 2 à 2? Tu vois, le système que j'appelle le back-end. Bon, il faut savoir que c'est des choses en général assez compliquées. C'est un système qui appelle un système qui appelle un système. C'est ça. C'est assez, voilà. C'est bien parce que c'était la question que j'allais te poser. En fait, c'est la différence entre du test transverse. C'est quoi? Mais en fait, là, tu donnes la définition. mais c'est en fait, je sais qu'au début, quand on a remis ça, parce que on est passé du cycle en V il y a quelques années à l'agilité où chacun testait dans son coin. On faisait un peu de 2 à 2 et il y avait un peu de transverse et en fait, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes en production parce que il y avait des incompréhensions, des choses qu'on voyait pas dans la cascade d'appels. Et c'est vrai que Safe, même s'il a beaucoup de détracteurs, sur ça, il a essayé de mettre en place, de dire, dans des environnements extrêmement complexes, comment on essaie d'avoir cette vision globale, en mode système, d'où l'équipe system team qui existe, c'est-à-dire comment je vais le gérer. Et une partie de la responsabilité de cette équipe, c'est de gérer les environnements de bout en bout, pouvoir mieux gérer une pré-prod et une prod et pouvoir gérer le risque. Mais ça ne veut pas dire de tout tester parce que les autres ils n'ont pas testé. Donc c'est comment on va le gérer, comment on va le faire. Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient plus l'habitude de travailler les uns avec les autres. On a utilisé des modèles de représentation de processus métiers pour pouvoir voir en tant différents utilisateurs quel système ils utilisent et en passant par quel processus. Et pour définir des chemins critiques. Il y en a plein. Le Customer Journey, le BPMN, des choses comme ça. Et donc, ça nous permettait de voir les dépendances et la gestion. Donc, nous, on arrivait en tant que quand même QA pour dire on va vous accompagner et on va essayer de mettre ça. Et ça nous on sait ce qu'on est capable d'aller tester parce qu'il y a telle et telle chose qui existent, qui doivent être testées en fait. Et on a une overview en fait. C'est ça qui est important dans le côté transversalité. Et ça permettait aussi de voir un peu les points de contention et les fonctionnalités et les systèmes à risque sur une itération ou sur un PI. Pour l'anecdote, il y avait des responsables produits qui m'ont dit mais il est vachement bien ton outil de test là. C'est un outil métier. Ouais, c'est ça. Product, cadeau, c'est pour toi. Moi, je l'ai itéré, mais le but, c'est que vous puissiez le faire et qu'un schéma permette beaucoup plus vite d'itérer que beaucoup de docs qu'on doit lire qui sont pas forcément à jour. Et autre petite anecdote, des fois, on a vu 2 équipes où nous, on avait fait les dessins avec l'équipe et on disait on a compris ça, mais on n'est pas sûr que l'entrant et le sortant de l'un pour l'autre, c'est exactement ça. Et en fait, on voyait les deux PO côté chaque équipe, pas d'accord sur quelque chose qui devait être homogène. Et du coup, on comprenait mieux certaines problématiques de delivery, de gestion, de développement. C'est parce qu'en fait, il y avait tellement eu de silos à un moment donné, et tellement de choses à faire dans le run, qu'il y avait plus ce côté, soyons-nous d'accord que ce que je produis, tu as bien compris que c'est ce que tu vas consommer.
Oui. Voilà, ça arrivait une fois, hein, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Heureusement, en général, les gens communiquent bien entre eux, mais c'est vrai que ça permet de le faire, du moins au niveau métier, et ça permet des alignements qui sont indispensables pour pouvoir le gérer. Ouais. Et ça permet de le gérer en transverse. Et après, il faut avoir une stratégie qui dit qu'est-ce que je fais en transverse et qu'est-ce que vous allez faire au niveau équipe, au niveau intégration, au niveau test unitaire, et comment chacun va être responsable de sa part de test et de sa part de qualité. Et c'est là qu'on revient à l'excellence technique et la collaboration, et de se dire, si en fait vous passez de l'agilité au cycle en V en disant on va tout tester, ça va dire de livrer par cycle de 2 semaines dans un PI de 10 semaines. Parce que tout le monde pense qu'on livre toutes les 10 semaines. Mais non, quand on est rodé, on livre toutes les 2 semaines dans un incrément qui dure 10 semaines. Exactement. Donc certains vont livrer, d'autres pas. D'où la complexité. Il y a un truc qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, tu sais, c'est la perception en fait de ce rôle de QA et comment est-ce qu'il s'embarque en fait dans une organisation qui se prétend agile. Et tu vois, la réflexion de ouais, bah tiens, ton outil, mais c'est un outil métier, mais finalement en fait tu l'utilises, et alors que toi t'es QA, c'est comment en fait tu rallies ce côté collaboratif et de se dire, mais en fait, oubliez pas, n'importe quel profil de testeur en fait est là pour tester une fonctionnalité, donc il doit aussi comprendre et être embarqué au plus tôt, et pas être en bout de chaîne en disant, en fait, on n'est pas sur une chaîne de production en usine, tu sais, où en fait le QA à la fin il teste des trucs, et en fait peu importe ce qui se passe, non, il doit comprendre, il doit s'embarquer, il doit préparer sa stratégie de test en amont. Et ça, c'est de la collaboration. Moi, je considère que les profils de test sont pas bien reconnus, mal embarqués, et je pense qu'aussi c'est très culturel. Moi, c'est un truc qui me fait toujours marrer, tu sais, l'histoire des abacs à l'ancienne dans les cycles en V, où tu disais, on va mettre une charge provisionnelle pour les tests, et finalement, en fait, ça coûte trop cher, donc on va rogner dessus, et finalement, on va dire, ouais, bon, peut-être qu'on peut se passer des tests en vrai, hein, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'en fait, nos développeurs, parce ils vont faire des super devs et que ça va passer, exactement. Et ils vont automatiser, ça va être la magie. Ils vont tester, ils vont automatiser, machin, mais la réalité, elle est pas là, en fait. Après, c'est l'apocalypse en prod. C'est ça. Et du coup, c'est bien, en fait, parce que tu génères plus de cash en faisant de la maintenance. Tu vois, alors, c'est clair que c'est un business model qui est intéressant globalement, mais c'est quand même pas notre but. Notre but, c'est de livrer bien, et qu'à la fin, il y a des utilisateurs, qu'on soit en B2B ou B2C, qui soient satisfaits. Moi, j'ai toujours vu le rôle d'un testeur comme un facilitateur, un liant. C'est-à-dire que lui ou elle est obligé de communiquer avec la plupart des parties prenantes. Les développeurs, pourquoi ? Parce qu'en général, historiquement, la communication était un peu négative. C'était tiens, t'as cassé quelque chose, t'as pas bien fait ton travail. Donc ça pouvait créer des tensions. L'agilité a un peu amélioré les choses. On va se dire comment on va anticiper, comment on va gérer, comment on va mieux le faire. Ouais, et puis ça a été ritualisé. Par exemple, quand tu prends le Tres Amigos, en fait, le profil de test est embarqué dedans, tu vois. On dit, bah oui, c'est normal, il est en amont de toutes ces phases de production. Tout à fait. Et du fait, il travaillait déjà beaucoup avec le métier, parce qu'il doit comprendre les impacts métiers, mais aussi avec la production. Parce que souvent, on dit on doit tester les exigences, mais on arrive rarement dans un produit qui est en phase de développement où il n'y a que des exigences. Il y a aussi un produit. On n'est plus en mode projet. Ça run, ça génère de l'activité, il y a des problèmes en production, et c'est bien de les connaître pour savoir comment ça se fait qu'il y a des problématiques qu'on ne voit qu'en production. C'est peut-être un problème de gestion de données. Ouais. Et avec le RGPD, avec d'autres problématiques qui font qu'on ne peut pas le voir, parce que, je sais pas, j'ai une marketplace et forcément j'ai beaucoup de fournisseurs. Ouais. Il y a des choses que j'accepte, que je ne verrai qu'en prod. Est-ce que le risque il est acceptable ou pas ? Comment on fait pour retraiter avant en créant de la donnée synthétique ? C'est des choses comme ça qui permettent de le voir. Qu'est-ce qui sont un frein en termes d'image, en termes de business ? Sur les applis mobiles, c'est bien de regarder les avis et les gens qui se plaignent. Je trouve que c'est toujours intéressant quand on est testeur de pouvoir le faire, ou PO, de regarder un peu les avis, de dire c'est vrai que là, sur les 3 derniers mois, on a des avis négatifs, souvent sur la même fonctionnalité. Est-ce qu'on s'est pas loupé dans l'approche de valeur dessus ou pas ? Ou c'est juste un épisode parce qu'il y a 10 personnes qui l'ont dit, mais on a des millions d'utilisateurs et que ça nous a généré plein d'argent et que c'est pas grave et qu'on l'accepte. Ouais, et puis tu as un autre truc, c'est tu sais, ce recueil de feedback, il est intéressant, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais tu as aussi ta nature en fait de feedback. Parce que si c'est un feedback sur un truc
purement technique, c'est passer à autre chose. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu dois rendre robustes tes tests en fait pour avoir une meilleure qualité. Ou alors, c'est aussi un feedback. Enfin, la plupart du temps, quand on parle de feedback, on va parler plutôt de fonctionnalité. De genre de choses-là. Mais en fait, c'est un raccourci, une simplification qui est totalement fausse. Ton feedback, il est de plein de natures différentes. Après, tu as l'analyse. On va toujours saouler les PO en disant analyser les feedbacks, etc. Mais ton PO, en fait, il pourrait parfaitement prendre ce rôle-là. PO ou product manager, on s'en fout. Peu importe. T'as du feedback, là on sait que c'est de la qualité, là on sait en fait que c'est du pur utilisateur, là on sait que c'est autre chose. Enfin, ça peut être plein de trucs. Mais c'est vrai que des fois, le PO, on l'enferme dans des choses où il doit créer de la story, de la feature, et il n'a pas le temps de le faire. Et c'est vrai que moi, les équipes que j'ai trouvées le plus performant agile, c'est que chacun essaie de porter la vision produit et de le créer ensemble et des fois de construire des features. Et c'est vrai que ça permet un peu de décharger le PO et de se dire, c'est vrai que l'entrant qu'on m'a donné était pas top, on va essayer de le reconstruire et je vais aller voir en interne ou mes clients pour les challenger et être plus efficace et mieux découper le besoin et avoir des vrais critères d'acceptation qu'on va pouvoir le faire dessus. Mais on revient sur la collaboration. Je trouve que si je refais toujours mon comparatif avec le cycle en V, où avant on avait des silos, chacun était dans son coin. L'agilité a fait qu'on doit être plus collaboratif, mais au final, il y a beaucoup d'équipes agiles où c'est un peu comme à la crèche avec les enfants. Ils sont tous dans la même pièce, mais ils jouent pas ensemble. On a fait des îlots où chacun est dans sa compétence. Toi, tu es testeur, tu testes. Toi, tu es dev, tu dev. Moi, je suis métier, je te donne le besoin, tu dois le traiter. Ça fait des mini-cycles en V où on se confronte pas et on n'a pas besoin de le faire. Combien de réunions de trois amigos où j'ai vu où il n'y a aucune question? Et après, on se rend compte que y a des questions qu'on est en train de développer ou qu'on est en train de tester. On se rend compte que le critère d'acceptation, finalement, était flou. Et le PO dit, c'est pas tout ça que je voulais, parce qu'il y a de l'ambiguïté. Souvent, quand c'est extrêmement compliqué, les gens ils collaborent. Quand c'est extrêmement simple, il n'y en a pas forcément besoin parce que c'est très simple. Mais quand on est dans l'entre-deux, c'est là que je trouve qu'arrive la dette technique et aussi la dette de feature. C'est-à-dire que c'est pas un bug, c'est une feature, on la met en prod, mais on ne sait pas si ça va être utilisé. Ouais, c'est ça, on mesure même pas la valeur ou genre de choses là, par exemple. C'est ça, c'est vrai que c'est un truc qui est. En fait, on va dire, c'est cool, t'as livré de la qualité, et finalement, tu poses pas la question de quel est l'intérêt en fait. Est-ce que ça rend service à ton utilisateur? Est-ce que c'est sur une population de 10 000, c'est utilisé une fois? Est-ce que ça sert à quelque chose en vrai? C'est ça. Et au final, on se retrouve avec beaucoup de lignes de code qui vont nous créer peut-être un spaghetti ou une dette technique. Et c'est ça pour moi la qualité. C'est ça d'avoir cet esprit testeur, c'est de se dire ce qu'on fait, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que on le porte? Et mon challenge à moi, c'est que cette culture-là, cette ambition de la qualité qui est liée au produit et à la tech, soit portée par tous les acteurs. Et pas que le testeur. Le testeur, il a son rôle. Mais comme le dev, on leur demande beaucoup de choses, mais sans avoir eu toutes les compétences nécessaires pour le faire. Donc, comment on va le faire? Si on le fait ensemble, peut-être qu'on a plus de chances d'avoir toutes les compétences dans l'équipe que d'essayer d'avoir que toutes les compétences sur une personne qui, le jour où est part, on va se retrouver en difficulté. En général, il y a un testeur dans une équipe agile. Deux, quand on est bien dimensionné, un manuel, un automaticien, ça va être comme ça. Et voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on ait plus cette qualité-là, qu'on puisse faire de l'automatisation qui apporte vraiment de la valeur et pas de la tech pour de la tech. J'ai 200 tests auto, mais je ne trouve aucune anomalie avec mes tests automatisés. Est-ce qu'ils apportent de la valeur au projet? Pas forcément. J'ai peut-être dépensé beaucoup d'argent pour un vanity metric. On est fan des KPI, moi j'adore ça. Mais il faut pas faire le KPI pour KPI. C'est quel est l'intérêt de l'équipe, comment on le fait, comment on va le gérer. Pourquoi on le mesure? C'est encore plus compliqué. On se lance dedans alors que les environnements ils sont instables, il y a des dépendances qui sont compliquées, on n'a pas pensé à créer des bouchons. Enfin, ça va être d'une complexité. Il y a un élément technique qu'il faut travailler avec différentes équipes pour pouvoir le gérer, parce que quand on est dans une équipe transverse, on n'a pas la main sur tout, on n'est pas dépendant. Et ça c'est un élément où en fait, de plus en plus, il faut convaincre. Et il faut emmener les gens vers quelque chose qui les embête. C'est ce que tu dis, moi, parce qu'ils vont devoir faire un effort eux aussi, parce qu'ils disaient c'est bien, c'est génial, on a quelqu'un qui va nous faire quelque chose en plus. Mais il y a des prérequis à faire. Tes jeux de données, ils sont jetables. Donc on ne pourra pas automatiser à l'infini.
Ah, puis ça évolue, tout ça. Donc, dans tous les cas, voilà, ton automatisation, de toute façon, ça doit être maintenu. C'est juste qu'à un moment donné, ton geste est différent. Mais il reste une maintenance. Moi, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit et je trouve ça super intéressant. C'est que, en réalité, il y a un côté, on veut des équipes polyvalentes. Donc en fait le test doit être intégré et de manière très antinomique, on va poser des workflows où c'est des séquences où même juste physiquement, quand tu vois un workflow posé dans Jira, et c'est pas pour critiquer Jira parce que c'est un fameux combo avec la colonne test, c'est ça. C'est ça. Et naturellement, tu as un découpage en fait. Donc physiquement, tu as déjà en fait un esprit silo. Et très naturellement, les gens vont dire ouais, mais en fait, du coup, le test c'est à la fin, et puis on a un testeur, etc. Enfin, moi, je l'ai beaucoup observé, ça, hein, ce côté. Non, mais en fait, c'est pas à l'équipe de s'engager sur la qualité. On a un testeur pour ça. Et tu dis bah, en fait, non. C'est l'équipe qui est responsable de la qualité de ce qu'elle produit. Et même moi, je serais encore plus dur. T'es même responsable en fait de la valeur portée par rapport à tes utilisateurs, en plus de ta qualité. On ne devrait pas penser individu. C'est pas parce que t'as un PO en fait que ça t'empêche d'avoir une responsabilité et de donner du sens à ce que tu fais. Le testeur n'est pas quelqu'un qui fait que du test. Le développeur n'est pas quelqu'un qui est là pour pisser des lignes de code. C'est une responsabilité. Mais ça, c'est lié au sens du service. C'est juste ça. Mais ce côté super intéressant, workflow qui séquence. Et paradoxalement, on dit, les enfants, soyez polyvalents. C'est vraiment une histoire de culture, je dirais même d'état d'esprit en vrai. Après, on reste une industrie très jeune. Oui. On a 20-30 ans, si on prend le web ou l'informatique grand public. Donc, c'est un peu normal aussi de passer par ces choses-là et on va se structurer. Tu vois, tu me parlais de chiffrage. Quand on voit déjà dans le monde du bâtiment, la plupart des chantiers, quand même, ont du retard ou ont dépassé des budgets. Oui. Nous, y arriver dans la tech avec des produits qui changent tout le temps et des technologies qui évoluent tout le temps, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, en plus de ça, il faut apprendre tout le temps des nouvelles compétences. Et quand on met les gens à 100% du temps, ils n'ont pas les 10-15% de temps pour faire une analyse des causes racines ou travailler sur des nouvelles compétences ou collaborer plus efficacement parce qu'on les met à 100%. Donc, tout ce qu'ils font, c'est du best effort. Et ça, c'est difficilement tenable sur un temps long et où ça va dépendre de sa situation personnelle, qu'on puisse le faire ou pas. Je parle même pas d'une question d'envie. Je pense d'une question de, voilà, on a mis que 24 heures dans une journée, et des fois, ça va être compliqué pour pouvoir le faire. Et je vois souvent des produits qui tiennent par quelques personnes hyper disponibles, motivées, qui travaillent le week-end, le soir. Mais combien de temps vont tenir ces personnes-là, globalement? Et c'est ça, on s'en rend pas compte et c'est des coûts cachés et on le paye quand les gens vont partir parce qu'on se dit, bah, on a tous vu quelqu'un qui est parti qui est remplacé par 3 personnes. C'est quand même un signal d'alarme dans un projet, je trouve, globalement. Ouais. C'est problématique, en fait. Enfin, tu vois, pour revenir sur l'histoire de la qualité, il y a un truc qui est super intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette semaine Maxime Bonnet, en fait, en communauté chez Kiabi. Il a remis un truc, et c'est pareil, on en parle régulièrement, c'est le triangle de fer. Et surtout, en fait, c'est un truc qui apparaît pas dans le triangle de fer, et pourtant, c'est central, c'est le côté qualité. Tu vois, là, tu parles de délai, tu vois, sur les chantiers, etc., mais ça marche pour n'importe quelle industrie, pour moi. Et de se dire, OK, on a le scope, on a le budget, on a le délai, machin. Tout ça, en fait, on joue. Mais au milieu, en fait, il y a la qualité qui doit être centrale. Parce que sans ce côté qualité, en fait, on aura beau changer le scope, on aura beau jouer sur les délais, sur les budgets. Enfin, on va quand même livrer des trucs de merde. Voilà. Et ça devrait être c'est même pas une variable d'ajustement, en fait. Ça devrait être figé en disant on ne transige pas sur l'aspect qualité parce qu'on a besoin, en fait, de rendre un service qui marche, en fait, tout simplement. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on est tellement omnubilé aussi par le nouveau service qu'on va faire et souvent, on pousse dans les plannings pour que ça rentre. L'engagement, le périmètre, il est rarement rogné, quoi. Il est souvent, il augmente dans le temps plutôt que diminuer pour dire finalement si on veut pouvoir faire le reste et bien le faire et pas se créer un problème, on va le gérer. Et donc on le fait. Et c'est vrai que quand tu regardes globalement, on est plus proche de la livraison à l'arrache. Bah oui. D'un vrai cycle industriel processé avec des vrais quality gates et des vraies questions qu'on se pose sur la valeur globalement. Ouais. Et ça,
ça viendra peut-être avec la maturité. Ça viendra peut-être aussi avec une industrie où on va nous imposer des normes. Ouais. Si on enlève le côté des industries, l'aéronautique ou la défense, où il y a avoir des normes hyper structurelles dans le développement informatique qui est lié à leur industrie, mais pas au développement logiciel. Mais quand on est sur des applications e-commerce, grand public, on n'a pas vraiment de normes dans la qualité de développement, dans la gestion. Il n'y a pas, peut-être un peu dans le médical, globalement, parce qu'il y a des risques de mort. Mais il y a des choses quand même on n'a pas d'obligation, on a juste des recommandations, des bonnes pratiques et des choses à faire. Et donc, on s'est peut-être pas encore totalement. On va arriver dans un cycle de maturité qui va peut-être arriver. On est plutôt dans un cycle où on innove, on essaie de faire des choses plus rapides, et donc ça crée quelque part du déchet dans nos pratiques et dans ce qu'on va délivrer. Est-ce qu'on doit l'accepter? Pas forcément. Mais il faut en avoir conscience que derrière, il y a des contraintes business, de gestion, de concurrence, qu'il faut le faire. Ouais. Des fois, ça nous crée à tous de la frustration. Comment on peut le faire? Comment on peut le mettre en place? Comment on peut faire pour qu'il ait vraies compétences dans chaque métier? Oui. Tu vois, moi, souvent, je fais des ateliers où j'initie aux 3 amigos, au BDD, à l'example mapping, que je vois des gens dans le test qui réduisent ça à une méthode de test. Je vois du Gherkin. Ça me paraît encore choquant, mais j'en vois encore beaucoup. Mais je le vois encore au niveau du dev ou au niveau des PO des fois. Et on a tous notre introspection à dire, mais comment on fait pour pas réduire une pratique à une facilité parce que ça va plus vite, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus facile de se vendre un service sur un outil et quelque chose que de changer une habitude et aller sur des compétences profondes pour pouvoir le mettre en place. Mais c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de ce qui va apporter le plus de valeur aux personnes, aux équipes et aux produits. Donc, et ça, c'est difficile dessus. L'agilité a été réduite aux cérémonies. Le DevOps a des outils. Le BDD au Gherkin. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer, nous, cette vision-là et d'en communiquer. Et c'est pour ça que ce que tu fais avec ton podcast, ce que font d'autres sur des sujets, avec des posts LinkedIn ou des sujets avec des conférences, il faut continuer à le faire pour que les entreprises prennent ça en charge et puis qu'on puisse former pas seulement sur des outils, mais aussi sur les pratiques qui sont associées derrière, qui vont vraiment être game changing, je pense, en termes de la vision produit et qualité. Donc, est-ce une utopie? Je ne sais pas, mais je pense que ça passera par des compétences profondes d'améliorer le delivery de nos produits en termes de qualité et donc de valeur. Ouais, t'as ça et t'as l'aspect culturel. Enfin, moi, je suis intimement convaincu que les convictions, elles doivent être culturelles avant d'être opérationnelles. Je suis convaincu que, tu vois, tu parlais de collaboration, une des valeurs du manifeste. Enfin, la collaboration, en plus, c'est bien écrit, par exemple, dans le Art of Agile. On doit collaborer. Une des valeurs du manifeste, c'est les individus et les interactions avant les process et les outils. Voilà, c'est une évidence. Et en gros, parlez-vous. En fait, c'est déjà une première étape. Et ensuite, améliorez-vous dans la communication pour pouvoir vous synchroniser. Et sur du transverse, c'est la base. Après, en fait, on peut tapisser tout ça sur toutes les échelles. En fait, que ce soit au niveau d'une organisation, d'un domaine, d'une équipe, même d'un individu. C'est de se dire, ok, on a bien compris quel était le sens des grandes valeurs. Et là, on sait que par exemple qu'on doit s'améliorer sur la communication. On va mettre en place les moyens qui vont bien pour que ça marche. Et ce qui est cool, c'est que ça marche pour du test, mais que ça marche aussi pour de la conception, ça marche pour du dev, ça marche pour de l'étude, pour de l'anticipation, etc. Et sur de la complexité, moi, une des observations, c'est que ça dépend aussi de la nature de ton entreprise. Tu vas aller dans une startup avec 10 personnes qui te cherchent un produit. C'est une non-question, en fait, de parler de tests transverses. On va parler de tests, on va peut-être faciliter avec de l'automatisation, certes. Mais par contre, dans des SI qui sont historiques, qui ont fonctionné en cycle en V, avec toute une culture qui est latente, avec plein de choses, en fait, qui se croisent, des choses très tentaculaires, avec des niveaux de rebond qui sont parfois extrêmement profonds. Ouais, là, en fait, vous avez qu'un seul truc à faire, c'est de communiquer, de remettre les choses à plat, de tester de manière micro, de prendre de la hauteur aussi moi, j'aime bien les cartographies, mais prendre de la hauteur pour se dire, ok,
C'est quoi l'état des lieux actuel? Qu'est-ce qu'on peut tester en fait en faisant des petits pas? Tu as très bien dit en intro, on fait des petits pas, on teste des choses. Et il n'y a pas de formule magique en fait, parce que ça dépend de la nature de l'entreprise, ça dépend de la culture des gens, ça dépend de la répartition aussi. Ça c'est super important entre les gens en interne et les prestataires aussi, qui apportent une différence de culture et du coup en fait un axe complémentaire en termes de valeur. Enfin, tout ça c'est une popote qui paraît super compliquée, mais en réalité ça se décomplexifie dès le moment où on a mis un truc. C'est on va communiquer, hein, c'est tout. Je suis tout à fait en phase avec toi. Et tu vois, un exemple pratique de la collaboration et de la communication, c'est souvent la stratégie de test. Souvent on dit, c'est le testeur qui va le faire. Moi je dis, non, c'est un artefact de la qualité. Il faut qu'on le co-construise ensemble. Il faut qu'on va le mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Souvent, on le réduit au plan de test. Mais non, c'est quoi nos objectifs? Au final, comment on veut améliorer la qualité? Et souvent, on va nous parler d'indicateurs, le nombre de tests, de bugs. Puis pareil, ton plan de test, c'est un moyen, en fait, c'est tout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que finalement, on va pas parler un peu plus de qualité et dire, c'est quoi la satisfaction de mes utilisateurs? Est-ce que j'ai un NPS? Est-ce que les actions que je vais faire vont améliorer dans les 3 à 6 mois ça? Et je trouve que ça permet de mieux engranger et de comprendre ce qu'on va faire, pourquoi on doit le faire, pourquoi je dois faire des tests unitaires, pourquoi mes critères d'acceptation ils doivent être clairs, pourquoi mes US ne doivent pas avoir d'ambiguïté, comment on va le gérer. Et ça, c'est important dessus, et de se dire, dès qu'on commence à co-construire des choses, faut le faire. Pour un exemple, des fois, j'ai vu des automaticiens et des devs qui commençaient à parler de design pattern. En fait, il y avait plus de... Ils étaient dans la même équipe et parlaient de problématiques, que ça soit sur un script automatisé ou sur des gestions là-dessus. Et ça permet de créer des réflexions en termes de maintenabilité, de gestion. Et ça, c'est intéressant. Comment on le met en place? Je pense que c'est avec la confiance. Et moi, je suis un grand fan du management par l'exemple. Et je pense qu'il ne faut pas dire il n'y a qu'à Faucon. Je pense que si le management, si les gens qui prennent des décisions ne font pas ce qu'ils disent OK, on va faire le périmètre, la qualité est importante, s'il faut rogner, il faut le faire, et que dans les 3 mois qui suivent, ils ont détricoté tout le périmètre, ils ont rajouté plein de fonctionnalités pour que ça rentre et ça passe, ça va être compliqué de créer ce changement-là globalement. Voilà, petit message à tous ceux qui prennent des directions, mais même à notre niveau, c'est que le principe même de la qualité, c'est qu'on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, globalement. Et je pense qu'il faut essayer de le faire. Des fois, la vie fait que c'est pas possible, mais il faut pouvoir l'expliquer et de leur dire, faut le faire. On s'est engagé sur faire ça. On a une problématique non négligeable. On est obligé de rajouter quelque chose. Comment on fait? Comment on fait avec le moins de risques? Et je pense que il faut pouvoir expliquer, pas juste imposer, pour créer au fait cette confiance, cette dynamique, pour pouvoir des fois se transcender et faire un peu plus, et après dire la prochaine fois, on va prendre un rythme normal et on va pouvoir essayer de s'améliorer. Mais voilà, il faut que ça reste une exception. Quand l'exception devient la normalité, on a des équipes hyper tendues, et le risque, c'est d'avoir des énormes turnovers parce qu'on a lessivé les équipes, et on perd en compétences parce que, on préfère les interactions, et du coup, on documente peu ou pas du tout. Et du coup, c'est compliqué la transition quand les gens s'en vont, des fois du jour au lendemain. Tu sais, ça c'est un truc qu'on observe un peu partout, hein, tu sais. Enfin, après, t'as des différences culturelles dans les entreprises, et quand t'as une culture de l'oralité, c'est super intéressant parce que tu te dis, la collaboration, ça peut passer, même si c'est complexe. Enfin, il y a des choses en tout cas qui se passent bien. Par contre, t'as le transfert du savoir où, mais en fait, être agile, c'est pas refuser de faire de la collaboration, de faire de la documentation, pardon. On peut en faire. Même, je dirais, on doit en faire, parce que collaborer, c'est aussi transmettre des connaissances. Et c'est pas une interdiction d'écrire de la documentation. Par contre, passer des connaissances, des transferts de connaissances, ça se fait pas uniquement en parlant, ça se fait aussi à l'écrit. Enfin voilà. Donc ça, c'est des vraies questions intéressantes, et ça marche pour plein de trucs, hein, tu vois, sur les stratégies de test, la culture, la conception, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose de complexe. On pourra faire un débat en entier sur la documentation. En fait, on pourrait connaissance. Ça, je vais me noter parce que ça peut être un super sujet. En plus, on en parle de plus en plus. C'est émergent, mais c'est un super sujet intéressant. On est bientôt sur la fin. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question. Vraiment, j'ai presque la question d'expert. Hein. C'est quel conseil donnerais-tu, toi, pour une équipe qui doit s'engager en fait sur du test transverse? En quelques conseils pour dire comment est-ce que vous pouvez fonctionner, comment est-ce que vous pouvez mieux fonctionner, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit?
Moi, je pense que faut bien avoir conscience que quand on est en transverse, on va tester un produit et des fonctionnalités transverses. Pas des exigences de façon micro. Et qu'il faut se dire, OK, c'est quoi mon parcours métier? C'est quoi qui apporte de valeur? C'est quoi les zones à risque? C'est où j'ai le plus de problèmes en production? Et en fait, en recoupant ces 3 volets-là, on va se dire, OK, ça, c'est les 20 fonctionnalités critiques. Si j'ai pas ça, mon produit est pas efficace, mon métier va pas tourner et je vais le gérer. On aura peut-être des problèmes derrière. Mais si j'ai 20 features globalement qui fonctionnent, ça tourne. Alors, c'est peut-être plus en fonction de la complexité. Il y en a, c'est 50, c'est 100. Mais globalement, il faut le faire. Et pas se dire déjà, je vais essayer d'automatiser tout maximum. Déjà, se concentrer sur l'apport de valeur et qu'est-ce qui doit marcher de façon indispensable. Une fois qu'on a fait ça, pour avoir une stratégie d'entonnoir, on va aller un peu plus loin. Il va falloir s'arrêter à un moment donné parce qu'après, c'est le rôle des équipes, chaque application, d'avoir une couverture plus large, plus efficace pour mieux gérer le risque. Donc, ne faites pas le travail des autres à la place des eux. Mais voilà, essayez vraiment d'avoir cette stratégie d'entonnoir avec une vision produit, une vision de valeur et de risque notamment par rapport à ce qui est fait en production et ce qui est développé. Mais c'est là où c'est super intéressant parce qu'on en revient toujours à cette notion de priorisation par la valeur. En fait, si on n'a pas cette notion-là de base, si ce travail n'a pas été fait, c'est-à-dire que oui, en fait, on va tester des choses sur lesquelles on ne sait pas quelle est la valeur. En fait, il y a même un double niveau. Tu as le côté la valeur, ce qu'on va apporter, et ça, c'est plutôt sur du build. Et après, en fait, tu peux même te poser la question sur des choses qui sont plutôt sur de la maintenance du run, te dire, bah oui, là, par exemple, on a estimé que ça devait apporter de la valeur, mais au final, c'est une feature qui n'est pas utilisée. Donc peut-être que on peut décommissionner, on peut arrêter le truc, ou alors au contraire, waouh, c'est ultra utilisé, on pensait pas que ça allait apporter tant de valeur, mais les feedbacks sont incroyables. Donc oui, on a intérêt à rendre la chose plus robuste et tester et améliorer. Et en fait, du coup, ta stratégie de test, en fait, elle devrait être liée à elle est évolutive. Valeur. Elle est liée à la vie du produit. C'est ça. Sinon, on risque de tester des features qui sont plus utilisées ou très peu. Et les nouvelles qui apportent et qui, si elles ne fonctionnent pas bien, vont créer un problématique sur la gestion du produit. Il faut oublier que les bénéfices du produit font que ça paye les salaires de ceux qui développent et qui maintiennent le produit. Donc le but, c'est quand même si ça tourne bien dans l'intérêt de tout le monde et que ça soit gagnant-gagnant. Et c'est ça. Mais on en vient souvent sur le fait de l'évolution de la stratégie. Le fait qu'on a la tête dans le guidon, on est pris par le temps. Et on est tellement pris qu'on fait des choses par habitude. Il n'y a rien de pire que dans nos métiers pour dire on a toujours fait comme ça. Oui, exactement. Peut-être qu'il faut faire autrement, globalement. Et après, on en devient avec des ops qui verrouillent le truc, avec des war rooms pour gérer des problèmes. Enfin, parce que on a voulu délivrer et on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et ça, tu vois, le méga conseil générique qui est super important, c'est prenez du recul, soyez pas la tête sous l'eau tout le temps, parce que sinon, en fait, vous allez garder vos mauvaises habitudes. Mais ça, en fait, c'est presque un conseil universel en vrai. Ça, je le répète tout le temps, c'est universel. Mais c'est très facile à dire, mais c'est des fois très compliqué à mettre en place dans des organisations qui sont mais vraiment plus qu'à fond pour pouvoir le gérer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un sponsor pour pouvoir aider là-dessus, qu'à un moment donné, en termes de budget, de delivery, il puisse prendre ses décisions en âme et conscience. Parce que l'équipe ne peut pas le faire toute seule aussi, globalement. Donc, il faut convaincre les directions de programme, de projet, à se donner du temps et donc des moyens pour pouvoir accepter d'un peu moins délivrer pour pouvoir plus délivrer, mieux délivrer par la suite. Ouais, mieux délivrer. Et dans la théorie, tout le monde est d'accord. Dans la pratique, beaucoup plus complexe à mettre en place. Carrément. Et ça fait une très belle conclusion. Je te remercie, Jean-François, pour ton intervention, pour ton temps. Il me reste à souhaiter à tous nos auditeurs, de contacter François si jamais vous avez envie de discuter avec lui. Allez voir son podcast aussi. Je pense que c'est important. Tout ce qu'il fait, tu fais plein de trucs aussi sur LinkedIn, donc suivez-le. C'est nécessaire. Je crois qu'on peut dire merci à tout le monde. Et puis à très très vite. Merci, Jean-François. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.